Monsieur Borde. Bonjour, donc je suis effectivement néphrologue hospitalier et vice-président du ForMADEP cette année. Je n'ai pas de lien d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique depuis 2009, d'aucune nature que ce soit. Auparavant, j'avais de nombreux liens avec l'industrie pharmaceutique. Ma déclaration d'intérêt complète est sur le site du ForMADEP. Je crois que une chose importante peut-être dont on pourra discuter en premier lieu, puisque c'est un peu la définition de ce qu'est un conflit d'intérêts. Donc j'aimerais partir sur cette base-là aujourd'hui, parce que les conflits d'intérêts ont été définis par énormément d'institutions, et notamment par l'OCDE, par le Conseil de l'Europe, par le Service central de prévention de la corruption, qui arrivent tous à la même définition, c'est-à-dire que un conflit d'intérêts est un lien qui peut avoir ou paraître avoir une incidence sur son jugement et l'activité sur son activité principale. Il n'est absolument jamais mentionné qu'il y avait des liens d'intérêt plus ou moins importants, etc. On ne peut pas définir quelle est l'importance d'un lien. Un lien d'intérêt, il a été démontré par énormément d'études que tous les liens d'intérêt pouvaient induire un jugement biaisé. Et donc toutes ces définitions, synthétisées par la commission Sauvé, ne font pas la distinction entre lien d'intérêt et conflit d'intérêt. Voilà, je crois que la définition de ce qu'on en parle est importante. Merci. Vous avez eu une liste de questions qu'ont aussi nos collègues. Si vous voulez commencer à répondre à ces questions, comme ça laissera le temps à nos collègues de réfléchir aux questions qu'ils voudront vous poser par la suite. Je pense qu'ils vont réagir sur le monstre, bien évidemment. Monsieur Borde, vous voulez commencer ? Si vous voulez, oui. Alors, il y avait beaucoup de questions. Alors, je ne sais pas par quoi commencer. Conflit d'intérêts et expertise sanitaire, peut-être. Donc, les définitions dont j'ai parlé tout à l'heure ne font pas de distinction entre lien d'intérêt et conflit d'intérêt, notamment pour ce qui est bien sûr de l'expertise sanitaire. Comment évaluer si le fait d'avoir été payé pour ceci ou cela va influer ou pas sur sa décision, son jugement. Toutes les études, là, moi je pense qu'il faut parler des études. Il y a énormément d'études sur ces sujets, et donc on ne parle pas de manière éthérée, on parle sur des données scientifiques. Et il est clairement montré que, quels que soient les modes de rémunération ou les avantages reçus par les médecins qui sont amenés à donner un jugement à un moment donné, est biaisé. Alors, un article récent, par exemple, a montré que dans les recommandations faites pour les inhibiteurs de la neuraminidase, qui sont les médicaments contre la grippe, plus simplement, eh bien, les recommandations faites par les experts ont été étudiées dans la littérature, toutes les recommandations. Il est mis en évidence que 87% des recommandations faites par des experts ayant des liens d'intérêt avec les entreprises commercialisant ces produits sont positives pour les produits, et 17% des recommandations sont positives pour les praticiens n'ayant pas de lien d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique. Beaucoup d'études, et les études ont été poolées, montrent que lorsque les études sont financées par l'industrie pharmaceutique d'une manière ou d'une autre, la positivité des résultats a 4 fois plus de chances d'être retrouvée que si l'étude est indépendante. Il y a également un autre exemple, c'est une étude qui s'appelle Accord Lipide, que mon voisin doit bien connaître, qui a montré que le phénofibrate, qui est un anticholestérolémiant, n'avait aucun intérêt en association avec les statines. Il a été étudié derrière comment a été rapportée cette étude dans les différents journaux, dans les recommandations derrière.
eh bien, 27% des auteurs qui avaient des liens d'intérêt avec l'entreprise commercialisant le phénofibrate ont dit exactement l'inverse, ont dit que l'étude était positive. 77% de ces auteurs ont proposé de continuer malgré tout le phénofibrate chez les patients qui étaient déjà sous statine. Donc on voit à quel point le fait d'avoir des liens d'intérêt, donc des conflits d'intérêt avec les entreprises, biaise le jugement. Parce que ces médecins qui n'avaient pas l'impression, j'en suis persuadé, bien évidemment, n'avaient pas l'impression de servir l'intérêt du laboratoire. Ils le servaient, c'est indéniable, mais ils n'en avaient pas l'impression. Hein, ils n'ont pas l'impression d'être corrompus, si vous voulez. Donc, s'agissant des agences sanitaires, pour donner un avis sur un produit de santé, il n'est pas possible pour nous d'avoir un quelconque lien avec l'industrie qui commercialise ou qui produit le médicament, et puis avec les entreprises, bien sûr, concurrentes. Nous avons, en 2009, fait une procédure contre les recommandations de l'HAS sur le diabète. Le Conseil d'État a abrogé ces recommandations en 2011. Nous les avons fait abroger sur l'argument que l'HAS n'avait pas respecté ses propres règles de gestion des conflits d'intérêts. Un nouveau groupe de travail a été réuni pour aboutir à de nouvelles recommandations en 2013, donc avec des experts indépendants, donc on voit que c'est possible, j'y reviendrai. Et les résultats de ces recommandations sont pour le moins différentes des recommandations faites quelques années plus tôt avec des experts sous influence. Par exemple, la cible d'hémoglobine glycosylée, qui est le marqueur de contrôle du diabète, était inférieure à 6,5% dans les recommandations de 2006, et elle variait entre 6,5% et 9% dans les recommandations de 2013, selon les pathologies du patient. Les glitazones, qui sont une classe médicamenteuse, notamment la pioglitazone, qui a été décrite dès le début, dès sa commercialisation par la revue Prescrire comme une molécule dangereuse, induisant des insuffisances cardiaques, des hépatites sévères, était recommandée en seconde intention. En seconde intention, alors que non seulement elle avait des effets secondaires sévères, mais elle n'a montré aucun bénéfice clinique. Rien. Et malgré tout, elle a été recommandée en seconde intention par les recommandations. Bien évidemment, en 2013, cette classe thérapeutique n'a pas été recommandée du tout. Entre-temps, la pioglitazone a été retirée du marché du fait de sa dangerosité, qui, je vous rappelle, avait déjà été pointée par la revue Prescrire dès sa commercialisation. Donc on voit à quel point les liens d'intérêt peuvent biaiser le jugement. Alors on entend, oui, mais il n'est pas possible ou il est difficile de trouver des experts indépendants. Je voudrais vous lire la réflexion de 3 anciens rédacteurs en chef du New England Journal of Medicine, qui était jusqu'à maintenant la référence en termes de périodiques médicaux. Ils disent « Nous avons trouvé que c'était parfois difficile, mais presque toujours possible, de trouver des experts ayant l'expertise nécessaire et pas de conflit d'intérêts pour écrire les éditoriaux et les synthèses. » Donc, on y arrive, et du reste, depuis qu'une politique un peu plus sélective a été instaurée à l'HAS et à l'ANSM, on arrive à faire des recommandations, on arrive à trouver des experts indépendants, mais ce n'est pas toujours suffisant. Je vais vous raconter un exemple qui me paraît particulièrement illustratif et inquiétant aussi. C'est que, on parlera des médicaments innovants et de quoi il s'agit.
En décembre 2004, le comité scientifique antiviraux contre l'hépatite C est saisi par le directeur général de la NSM pour donner un avis sur une demande d'ATU, d'autorisation temporaire d'utilisation, pour une association d'antiviraux dans le cadre de l'hépatite C. Les 6 membres du comité scientifique expliquent que ces médicaments sont moins bien tolérés, moins évalués, ont plus d'effets secondaires et doivent être associés à la ribavirine, qui est un médicament pas très bien toléré. Il conclut donc qu'il n'est pas question de donner l'ATU à l'unanimité. En amont de ce jugement, 3 experts ont été auditionnés par téléphone. Ces 3 experts ont à eux 3 90 avantages et 50 conventions avec l'entreprise AbbVie dont il est question. Et ces médecins ne remettent pas en cause les éléments qui ont été analysés par le comité. Simplement, ils soulignent qu'ils pensent qu'il faut donner l'ATU parce qu'il faut assurer un accès précoce et le plus large possible à l'innovation thérapeutique. Donc, l'innovation thérapeutique, là, dans ce cas-là, c'est un médicament moins efficace, moins bien toléré que les médicaments existants. Eh bien, le directeur général de la NSM a octroyé l'ATU, bien que le comité scientifique ait donné un avis défavorable à l'unanimité. Donc on voit aujourd'hui à quel point la pression, le lobbying de l'industrie pharmaceutique permet, jusque très haut dans les agences sanitaires, d'influer sur les décisions. Parce que finalement, pourquoi réunir un comité si d'emblée la décision a déjà été prise par le directeur général? Et chose intéressante, le comité scientifique a été réuni avec la question vous êtes réunis pour permettre un accès précoce à ces antiviraux. Voilà, donc on demande au comité de donner un avis sur une ATU en lui disant qu'il faut qu'il permette un accès précoce à ces antiviraux. Voilà un petit peu sur ce que je souhaitais dire sur l'aspect indépendance nécessaire pour l'expertise sanitaire et spécifiquement dans les agences sanitaires. Merci. Oui, Monsieur Borne. Oui. Donc effectivement, on entend, il est difficile de trouver des experts indépendants et difficile de trouver des bons experts indépendants. Sur quoi est basée cette réflexion? Je ne sais pas. En revanche, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, il y a énormément de données et elles sont toutes convergentes pour montrer que les recommandations des experts sous influence sont mauvaises. Voilà. Les recommandations des experts sous influence sont mauvaises. Ça, c'est démontré. Donc, une recommandation faite par un expert sous influence est mauvaise. Alors après, qu'on me montre que les experts indépendants font des recommandations mauvaises, pour l'instant, ce n'est pas démontré. On parlait de la recherche, donc on entend beaucoup le terme d'innovation thérapeutique. Vous avez remarqué, hein, c'est quelque chose qui revient sans arrêt. Sans arrêt, on parle d'innovation thérapeutique. Je me demande un petit peu d'où vient ce concept récurrent. Parce qu'au fond, qu'est-ce que c'est qu'un concept, qu'est-ce que c'est qu'une innovation thérapeutique? C'est un médicament nouveau qui apporte un bénéfice supérieur aux médicaments précédents et avec des effets secondaires acceptables. Donc avec un rapport bénéfice-risque acceptable. Donc,
c'est un médicament qui a un service médical rendu important, qui a une amélioration du service médical rendu important et qui n'a pas d'effets secondaires majeurs qui pourraient contrebalancer les bénéfices. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On est toujours dans une évaluation normale du médicament, il n'y a rien de nouveau. Or, qu'en est-il de ces innovations thérapeutiques? Donc sur les 3 dernières années, où on a les données, il y a eu 559 évaluations de l'amélioration du service médical rendu pour des nouveaux médicaments. Sur ces 559, 87% n'ont aucune amélioration du service médical rendu, 7% ont une amélioration mineure, 3,6% une amélioration moyenne, 1,4% une amélioration importante et 0,4% une amélioration majeure. Donc c'est ça aujourd'hui l'innovation thérapeutique. Il n'y en a pas, il n'y en a aucune. Alors pourquoi il n'y en a aucune? Parce que aujourd'hui, on donne un prix des médicaments extrêmement élevé pour tous les nouveaux médicaments, y compris ces 490 sur 559 médicaments avec une absence d'amélioration du service médical rendu, contrairement finalement à la réglementation, au Code de la santé publique, qui indique qu'on ne peut pas donner un prix de médicament supérieur aux médicaments de référence s'il n'y a pas une amélioration du service médical rendu. Or, la plupart des médicaments qui sortent ont un prix supérieur aux médicaments anciens, bien qu'ils soient moins bien évalués et qu'ils aient une ASMR nulle. Donc ça, c'est un gros problème, le fait de donner ces prix de médicaments extrêmement élevés pour des médicaments qui n'ont aucun intérêt, parce que finalement, l'industriel, qu'est-ce qu'il va vouloir faire? Il va vouloir maximiser ses profits. Donc c'est beaucoup plus facile de synthétiser une molécule proche de celle existante, de faire une évaluation rapide sur des critères secondaires qui n'ont aucun intérêt clinique, et de déposer son autorisation de mise sur le marché qu'il va obtenir de manière systématique. Il va avoir derrière une amélioration du service médical rendu nul, mais c'est pas grave parce qu'il va obtenir un prix du médicament élevé. Et donc, en fait, avec ce système, on va certainement pas favoriser l'innovation thérapeutique puisque on va développer des médicaments sans intérêt sur lesquels on aura un retour sur investissement extrêmement important. Aujourd'hui, les grosses firmes pharmaceutiques vont développer très très peu de médicaments et du reste, leurs effectifs en termes de recherche et développement diminuent d'année en année, hein, parce qu'ils vont faire cette recherche-là extrêmement basique, hein, qui est de synthétiser des molécules proches de celles existantes, et ils vont racheter des produits par des petites entreprises de biotechnologie, hein, des start-up. C'est le cas, par exemple, avec le Solvadi, qui a été racheté par Gilead à Pharmacet, ou l'Avastin, qui a été racheté par Roche au laboratoire Genentech. C'est des blockbusters qui rapportent énormément, et ma foi, le risque industriel est nul aujourd'hui pour les firmes pharmaceutiques. Le risque industriel est nul, et c'est pour ça qu'il y a un retour sur investissement extrêmement important. C'est pour ça qu'en 2013, l'année de la crise, eh bien, la valorisation boursière du laboratoire Roche a augmenté de 7 milliards d'euros, et que de ce fait-là, effectivement, les valeurs boursières des firmes pharmaceutiques sont des valeurs défensives. Hein. Voilà, donc aujourd'hui, le système ne favorise pas du tout l'innovation thérapeutique. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement pas d'innovation thérapeutique, et c'est pas parce que c'est un anticorps monoclonal qu'on le présente que c'est joli, que c'est de la biotechnologie, etc., que c'est un médicament qui a un intérêt. La plupart des anticorps monoclonaux qui sortent n'ont aucun intérêt, ont une absence d'amélioration du service médical rendu. Donc on conduit un système qui augmente de manière exponentielle le coût des médicaments,
sans intérêt. Il faut savoir qu'en Italie, le coût des médicaments, c'est 18 milliards d'euros par an, pendant que nous, c'est 34 milliards d'euros par an, avec des déterminants de santé proches et des résultats en termes de santé publique qui ne sont pas différents. Donc c'est pratiquement du simple au double, mais il faut savoir qu'en Italie, il y a eu une opération anticorruption dans le domaine de la santé notamment, menée par le juge Di Pietro, qui a conduit à des peines de prison pour les personnes qui avaient pris des décisions alors, en termes de santé publique, alors qu'elles avaient des liens d'intérêt, des conflits d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique. De ce fait-là, le système a été réformé, abouti à un prix de médicaments très inférieur pour pratiquement tous les médicaments à ce que nous avons en France. Voilà, donc deux choses. L'innovation thérapeutique, il n'y en a pas, et donc comment financer l'innovation thérapeutique, la mettre sur le marché rapidement? Eh bien, il faut qu'elle soit évaluée comme d'habitude. Il faut qu'il y ait une vraie amélioration du service médical rendu. Il faut qu'on ait testé la toxicité avant la mise sur le marché pour pouvoir dire que c'est une innovation thérapeutique. Et je vous rappelle, le dossier que je vous ai rappelé là sur la demande d'autorisation temporaire d'utilisation, où on avait clairement un médicament qui n'avait aucun intérêt, qui avait même moins d'intérêt que ceux qui étaient présents, qui étaient plus toxiques, qui étaient moins efficaces, ou aussi efficaces, mais en association avec un médicament toxique. Eh bien, cet ATU a été octroyé simplement sur l'idée qu'il faut donner un accès facilité aux innovations thérapeutiques. Et on voit que ce n'en était pas une. Donc le concept d'innovation thérapeutique, c'est un concept marketing et rien d'autre. Alors pour conclure, quand même l'actualité, c'est la déclaration des liens d'intérêt, puisque un article de loi, article 178 de la loi de santé, modifie la déclaration des liens d'intérêt par les firmes pharmaceutiques, et notamment doivent déclarer le montant des conventions, ce qui fait débat dans votre Assemblée, comme Assemblée nationale, puisque le Conseil d'État a été saisi pour contester cet article. Alors qu'en est-il? Je voudrais dire en conclusion rapidement, qu'en est-il aux États-Unis? Les États-Unis, c'est quand même pas un pays qui s'oppose à la libre entreprise, qui s'oppose au secret des affaires et dont l'activité de recherche est en perdition. Donc aux États-Unis, il y a une base qui s'appelle la base Open Payments, où sont déclarés tous les montants des conventions et l'objet des conventions de manière exhaustive pour tous les praticiens, pour tous les professionnels de santé des États-Unis, et manifestement, ça n'a pas rendu la recherche déficiente aux États-Unis. Sur la déclaration des liens d'intérêt, un journaliste qui interviewe aux États-Unis un médecin va systématiquement déclarer que le médecin travaille pour telle entreprise. C'est vrai qu'on n'a pas la même culture, mais là-bas, c'est déclaré de manière régulière. Or, aujourd'hui, effectivement, pour ce qui est de la déclaration par les professionnels de santé, c'est une obligation qui n'est absolument pas respectée, qui n'est jamais respectée, je dirais même. Et aujourd'hui, c'est le Conseil national de l'ordre des médecins qui est chargé de faire respecter cette disposition de la loi, qu'il ne fait jamais respecter. Alors soit il n'en a pas la volonté, soit il n'en a pas les moyens, probablement un peu les deux. Et donc, parmi les propositions, je crois qu'il faut réfléchir à une disposition qui permette effectivement d'obliger, par exemple, les médias dans lesquels interviennent les professionnels de santé à obliger ces médecins à déclarer leur lien d'intérêt, ou prévoir une sanction réelle des praticiens qui ne déclarent pas leur lien d'intérêt spontanément.
Concernant la recherche et l'indépendance, là, on va être sur l'indépendance et non pas la transparence. L'association des étudiants en médecine aux États-Unis a développé un classement des facultés en fonction de leur politique de gestion des conflits d'intérêts. Et ça, c'est depuis 2007. En 2007, toutes les facultés de médecine étaient mauvaises, voire nulles. Et ce classement a conduit les facultés de médecine à développer une politique de gestion des conflits d'intérêts. Les 4 universités américaines les mieux placées en termes de recherche, c'est Stanford, Harvard, Johns Hopkins et la Californian University. Ces 4 universités sont parmi les premières à avoir développé une gestion des conflits d'intérêts, une politique de gestion des conflits d'intérêts, et sont parmi les mieux classées par l'Association des étudiants en médecine américaine. Par exemple, il n'y a plus aucun lien d'intérêt au sein de la faculté entre les chercheurs et l'industrie pharmaceutique dans certaines de ces universités. Ils n'ont pas le droit d'être payés pour être orateurs dans des symposiums des laboratoires pharmaceutiques. Ils n'ont pas le droit de recevoir de rémunération en tant que consultant dans certaines. Ils n'ont pas le droit d'être financés pour recevoir des repas, des voyages, etc. Donc c'est possible, ça existe dans un pays qu'on ne peut pas accuser d'être opposé à l'industrie pharmaceutique dans son ensemble. Parmi les propositions concernant l'expertise sanitaire, il me semble par exemple que le directeur général de l'ANSM, qui va contre l'avis de son comité, devrait au minimum argumenter sa position. Ça me semble le minimum. Et on fait venir des experts indépendants qui donnent un avis et le directeur général s'assoit sur l'avis. Il me semble que le minimum est qu'il argumente sa position. On a vu qu'il est souhaitable sur la recherche que l'évaluation des médicaments soit faite par des experts indépendants, mais pour ce qui est de l'évaluation sanitaire, nous prenons la création d'un corps d'experts sanitaires, probablement européens, parce qu'il faut aller au-delà de la France, indépendants, payés pour être experts. Un collège d'experts indépendants payés en tant qu'experts, parce que aujourd'hui les experts ne sont pas rémunérés. De fait, ils ont une rémunération symbolique par les agences sanitaires. De ce fait, leur temps de travail, c'est long d'analyser la littérature. Alors soit ils l'analysent de manière très succincte en lisant les résumés, dites-vous, moi je dirais les conclusions des études, soit ils sont payés par quelqu'un d'autre. Et par qui sont-ils payés pour faire de l'expertise sanitaire? On imagine bien. Ensuite, aujourd'hui, les entreprises du médicament doivent déclarer tous les montants des avantages. Et maintenant, avec la nouvelle loi, si elle n'est pas retirée et si les décrets sont conformes, les montants des conventions. Je crois que c'est absolument indispensable qu'on sache précisément pourquoi les médecins sont rémunérés pour quelle activité, pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, une entreprise, par exemple Merck, va rémunérer en tant que consultant 50, 60, 100 médecins en France, et il va faire ça dans tous les pays du monde. Il va avoir des milliers de consultants de par le monde. Vous croyez que le laboratoire a besoin de la collaboration scientifique, c'est-à-dire pour développer, pour inventer, pour développer tous ces médicaments? Non, tous ces experts, ils ont un rôle marketing, de leader d'opinion et rien d'autre. Donc il est important qu'on sache pourquoi les laboratoires rémunèrent ces médecins. Et donc cette disposition de la loi
est particulièrement importante. Je vous remercie.